Je commence avec vous, Émilie Dution. La SIC ENR Bois Énergie Pays de Rance fête cette année ses 16 ans. Il s'agit d'une société donc coopérative qui rassemble aujourd'hui 100 acteurs locaux et qui propose une véritable filière bois-énergie pour le Pays de Rance, de la production finalement à la distribution de chaleur. Je voulais que vous nous expliquiez un petit peu de quel constat était partie la création de cette SIC en 2008. Oui, ça a pris un petit peu de temps. 2006-2008, le Conseil de développement du Pays de Dinan s'interroge sur acquérir une certaine autonomie énergétique sur son territoire. Le vent, le soleil, mais aussi le bois. Et donc, on est parti pragmatiquement sur le fait de vouloir se connaître. Connaître la ressource mobilisable, l'accroissement de bois sur notre territoire, donc Pays de Dinan, 80 communes, et connaître qui déjà les forces vives sur le territoire étaient en capacité de se mettre en mouvement pour créer une chaleur de territoire. Et fort de ce constat, au sein du Conseil de développement, des acteurs publics, des communes, départements, et des acteurs privés, des agriculteurs, propriétaires forestiers, des bureaux d'études, se sont mis ensemble pour créer collectivement cette SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et être co-acteurs, co-membres de cette coopérative pour capter du bois qui était généralement brûlé en champ, coordonner, sécher et mettre dans des petits, et je parle bien de petits à moyens réseaux de chaleur ruraux, parce qu'on est en rural, et on sait qu'on a la possibilité d'avoir 50 chaufferies à terme sur notre territoire connaissant notre ressource, et ça nous donne un certain modèle fini à atteindre, mais qu'on est loin d'avoir atteint, mais de le faire d'une manière collaborative. Et la vente de cette chaleur, au final, à généralement des collectivités, permet du bénéfice au sens environnemental, social, économique, à des chantiers d'insertion, des agriculteurs, des salariés, des entreprises, toutes copropriétaires de cet outil. C'est-à-dire qu'on a dans cet outil l'offre et la demande, et qu'on se parle autour de ça. Et ça, c'était indispensable. Là, la notion d'écosystème dont on parlait tout à l'heure, il a tout son sens. Oui. Voilà, c'est pragmatique, c'est simple, mais il y a vraiment eu un regard premier, bien regarder le besoin du territoire, là où on est, là où on vit, bien se connaître et faire ensemble. C'est passer effectivement d'un modèle où on pouvait être, par exemple, des entreprises qui sont sociétaires concurrentes sur le territoire, à s'entendre, à répondre à des marchés publics en commun, etc., pour faire une certaine, je ne parle que d'une ressource auquel il faut y mettre de la qualité aussi, de la connaissance, mais pour faire vraiment de l'autonomie énergétique. Oui, donc là, on a toutes les briques que vous évoquiez aussi sur la collaboration. Je faisais du légère compétition, mais surtout collaboration pour ces entreprises qui pouvaient être donc concurrentes, on l'entend. Vous n'avez pas choisi la forme de SIC par hasard, pour le coup. Non. Acteurs publics, acteurs privés autour de la table et copropriétaires de l'outil. Donc nous étions 45 membres en 2008 à la création de la SIC. Et l'histoire, les opportunités, l'enthousiasme d'un territoire a fait que maintenant nous sommes 100 sociétaires. Et pourtant, vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, ça a frotté. Ça frotte toujours. Il faut faire de la pédagogie quand même sur cette façon de travailler ou cette façon de penser un projet économique pour le territoire. Oui, parce qu'il y a des personnes nouvelles aussi, toujours à intégrer, que ce soit des nouveaux mandats, des nouveaux élus, des nouvelles entreprises, des nouveaux salariés. Et donc, comprendre que, justement, collaborer, ce n'est pas une utopie, qu'on fait vraiment quelque chose chaque jour qui a du sens pour chez soi, pour là où on vit, ça frotte.
Mais c'est tout l'intérêt de l'humain, quoi. C'est ce qui est enthousiasmant. Vous le disiez, vous êtes passé de 45 à 100 acteurs aujourd'hui dans cette SIC, avec peut-être des projections encore pour l'avenir. Qu'est-ce qui motive justement ces parties prenantes à rejoindre l'aventure de la SIC? Alors, si on a notre AG vendredi, donc si je suis pragmatique, les 10 nouveaux sociétaires qui vont rentrer là, nous avons 5 agriculteurs qui se sont aussi mobilisés pour faire de la qualité autour de leur haie sur leur exploitation agricole et qui se sont lancés dans un label que nous défendons aussi, le label haie. Et ces agriculteurs rentrent dans le sociétariat pour promouvoir cette qualité, cette pratique du label haie. Ils ont envie de se mettre ensemble parce que la filière garantit Des débouchés, du kilowattheure final à vendre à la collectivité qui est au sein de cette coopérative. On accueille aussi des nouveaux salariés parce que tous les salariés sont sociétaires de la coopérative. Ce n'est pas une obligation. Mais là aussi, dans la dynamique de faire tous les jours, de se frotter, mais de se dire que c'est plutôt pour du bon, c'est important de les intégrer dans ce sociétariat. Aujourd'hui, combien de salariés 16. 16. Merci Émilie, bien sûr je reviens vers vous dans un instant, mais on va donner la parole à Ronan Karadec à côté de vous. Coolroof, entreprise un petit peu plus récente, 2015, dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans la presse. Vous êtes vous énergéticien de formation, Ronan, et un donc des cofondateurs de cette entreprise. Votre métier, c'est de proposer des solutions de rafraîchissement passif. Vous recouvrez les toits avec un revêtement réflectif. Ça existe depuis des siècles, finalement, ce système. Vous n'avez rien inventé, sauf peut-être le business model de l'entreprise. Bah oui, je confirme, c'est nos ancêtres, les Grecs, qui ont inventé ça il y a 25 siècles. Nous, on n'a rien inventé du tout, on a juste amélioré la formule, et surtout, comme vous disiez, on a changé le regard, en fait, et sur le bâtiment, parce que moi, je travaille dans le domaine de l'énergie et des bâtiments depuis longtemps. Secteur très émetteur de gaz à effet de serre, on l'a vu. Ouais, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre. Et en fait, on l'a changé sous l'impulsion d'abord d'un client, parce que vous savez que les innovations, soit elles procèdent de laboratoire, soit elles procèdent du marché. Et nous, c'est un client qui un jour nous a dit écoutez les gars, débrouillez-vous, je veux faire 15% d'économie d'énergie. Donc nous, on n'avait pas de solution en fait, nous on avait juste un besoin. Ensuite, les contraintes font que on commence à avoir des idées. Et les contraintes, c'était que moi, ça fait longtemps que je lis les rapports du GIEC, et depuis 20 ans, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de canicules, de plus en plus intenses, etc. etc. Et en 2012, pour mémoire, parce que c'est presque l'ancien monde, mais je vous rappelle que pour les acheteurs industriels, le kilowattheure était à 12 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, il est à 22 centimes. Nous, on pensait, bien avant la guerre en Ukraine, que le prix du kilowattheure français ne pourrait pas rester au niveau auquel il était. On était convaincus de ça. On ne savait pas vers quel niveau il irait, mais donc la combinaison de ces deux facteurs, ça fait que, pour s'adapter, ça coûte de plus en plus cher. Il faut plus de kilowattheures qui coûtent plus cher. Donc il y avait un chemin pour des solutions low-tech, passives, comme la nôtre. Et comme on est tous les trois bretons, on s'est dit que la Bretagne, c'était un bon territoire pour démarrer, parce que, comme chacun sait, c'est un territoire très chaud. Et donc, on s'est dit que si on réussissait en Bretagne, on réussirait ailleurs. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, votre entreprise, elle permet donc aux autres de faire face aux conséquences de changements climatiques, et notamment du réchauffement. Voilà. Aujourd'hui, vos solutions, elles intéressent qui ? Donc le secteur du bâtiment, on l'a bien compris, mais qui vient chercher Coolroof concrètement aujourd'hui ? Alors nous, on s'intéresse plutôt aux grandes surfaces, parce qu'évidemment, le coût d'intermédiation commerciale, il est plus faible. Parce que si on travaille en B2C, un toit, c'est 100 mètres carrés. Et donc, à chaque fois, c'est une discussion, une explication avec le client potentiel. Et quand on travaille avec une personne qui a un bâtiment de 5000 mètres carrés, évidemment, c'est à peu près la même discussion et ça va beaucoup plus vite. Donc, nous, on va s'intéresser plutôt aux grands acteurs. Alors, c'est le secteur commercial, le secteur logistique, le secteur public, les écoles, les gymnases. Sur les entrepôts, les gymnases. Ouais, les bureaux.
Et même actuellement, on travaille beaucoup sur des infrastructures. Parce qu'en réalité, le monde qu'on a construit, que ce soit les bâtiments, les infrastructures, bah, il était compte tenu de certaines températures. Je vous donne juste un exemple très local. Le pont de l'Iroise, il y a 2 ans, c'est un pont suspendu avec des gaines, donc c'est des câbles. Autour des câbles, il y a une gaine en polyéthylène qui est noire. Et entre la gaine et le câble, il y a de la cire. Le point de fusion de cette cire, il est à 85 degrés. Il y a beaucoup de cire en août, il y a 2 ans, qui se sont retrouvés au pied des câbles. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Pour mémoire, le pont de l'Aulne, qui est plus récent, vous remarquerez qu'il a une gaine en polyéthylène blanc. Donc, voilà, on réfléchit aussi à des infrastructures parce que tout le monde qu'on a construit, bah, il a été construit avec certaines hypothèses de température qui sont totalement en train de dériver. Ça paraît tellement simple quand vous le dites, on se demande même pourquoi ça n'a pas été matérialisé avant. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à Saint-Étienne dans un gros groupe de la distribution qui est en train de disparaître en 2016. Et on discutait avec des personnes qui avaient des postes importants. Et je leur ai dit, bah, voilà, ce qu'on fait, c'est assez simple. C'est que vous savez que dans une voiture noire, c'est moins confortable l'été qu'une voiture blanche. Et puis, très vite, j'ai été interrompu. La personne m'a dit, mais oui, naturellement, on le sait, c'est pas la peine de... Voilà, on le sait. Et 1 heure plus tard, la même personne me disait, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Et en fait, j'ai pas pu résister. En fait, je me suis dit, mais finalement, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre corps et votre cerveau ne sont pas ensemble. C'est-à-dire que votre corps vous donne des signes, oui, vous dit des choses, et votre cerveau vous dit, ah mais non, je voudrais des preuves. En fait, c'est bizarre ce que vous me dites. Et donc, bah, faut faire œuvre de pédagogie, voilà, faut continuer à expliquer calmement. Et puis, il faut aussi revenir avec des retours d'expérience, bien entendu. Il faut aussi prouver, bien entendu. Et donc, peu à peu, ça se fait. Et le champ des possibles, il est énorme, parce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, on construit des bâtiments neufs avec des nouvelles normes, mais aujourd'hui, le parc de bâtiments qu'il faudrait adapter, il est absolument gigantesque. Bah, la particularité du secteur de la construction, c'est que c'est un secteur à durée de vie assez longue. On considère que la durée de vie de détention d'un bâtiment, c'est 50 ans, modulo des bâtiments très particuliers comme Notre-Dame de Paris, mais en gros, on considère qu'un bâtiment, c'est une durée de vie de 50 ans, versus un iPhone ou un je sais pas quoi, enfin, ou une durée de vie beaucoup plus courte. Donc en fait, nous, notre problème dans la transition énergétique de la construction, c'est un problème de stock. Des bâtiments performants, on arrive à les construire, mais on n'est pas à Gaza ou en Ukraine, on ne va pas tout démolir pour reconstruire. Et donc le sujet, c'est de faire transiter des bâtiments qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, pour que ce soit possible, il faut que la solution soit rentable. Sinon, on n'arrive pas à convaincre. C'est pour ça que, par exemple, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est une très bonne solution, mais c'est une solution qui ne se finance pas, en tout cas. Ou alors parce que le prix du kilowattheure n'est pas suffisamment cher. Donc, nous, c'était très important, dès le départ, d'avoir une équation économique qui fasse que la personne qui va payer in fine, eh bien, elle ait un peu de rentabilité, sans quoi elle ne le fera jamais. Parce que de toute façon, la rentabilité est indissociable de cette question du monde de l'entreprise, quoi qu'il se passe. Oui, je suis désolée parce que comme le temps file, je vais me donner la parole à Violaine Lepouzet. Là, on a donc l'exemple d'entreprises qui proposent aussi des services donc, pour faire face aux changements qui nous attendent, mais les entreprises, elles doivent elles-mêmes se poser des questions sur leur fonctionnement, on l'a entendu, et s'adapter à ces changements. Et ça, c'est votre travail chez Carbone 4, Violaine, cabinet de conseil qui, je cite, guide ses clients dans la compréhension du monde qui se dessine. 17 ans d'existence, une expertise certaine et reconnue en matière d'enjeux énergie et climat. En clair, aujourd'hui, votre mission auprès des entreprises, c'est quoi, Violaine ? Alors, merci pour cette présentation, cette introduction. Donc, à Carbone 4, on accompagne des entreprises sur la compréhension des risques climatiques. Donc, on les aide à évaluer les risques climatiques, à questionner leur métier, leur business model, et puis à construire des stratégies de résilience. Et quand je parle de risques climatiques, c'est bien les 2 volets. On a les risques dits de transition, donc, c'est-à-dire comprendre comment l'entreprise va impacter le climat à travers ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va l'aider à identifier les leviers de réduction, d'atténuation, donc carbone essentiellement. Et puis, de l'autre côté, on va essayer de l'aider à comprendre comment le climat va l'affecter, elle, directement. Donc ça, c'est les risques dits physiques. Et donc, c'est là qu'on parle d'adaptation, de résilience,
Et c'est un sujet effectivement que j'anime au sein de Carbone 4. Et alors, est-ce qu'on peut prendre des exemples concrets de ce que vous proposez à ces entreprises de faire face à ces enjeux d'adaptation ? Oui, alors l'adaptation, ça me parle ce que vous disiez sur un peu l'histoire du bon sens parfois. En fait, il y a beaucoup d'éléments potentiellement qui sont déjà connus, perçus, intuités par les métiers sur les sites, mais on n'arrive pas à prendre en compte vraiment la matérialité des risques. Donc l'adaptation, qu'est-ce que c'est ? L'adaptation, c'est chercher à être plus résilient, effectivement. Résilient, ça veut dire absorber des chocs climatiques et revenir à un état alors initial ou pas. Hein. Et donc en fait, on va essayer de fonctionner en conditions un peu dégradées. Donc, pour le climat, c'est par exemple, s'il fait plus chaud, se questionner sur ce qui va se passer sur le site. Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler sur mon site s'il fait plus chaud ? Est-ce que je ne vais pas avoir des équipements qui vont tomber en panne pendant des pics de chaleur ? Est-ce que je ne vais pas avoir des stocks qui vont se dégrader de manière un peu plus rapidement si la température continue à augmenter ? Et bon, elle va continuer à augmenter, il n'y a pas de débat. Est-ce que je ne vais pas avoir des fournisseurs qui vont être mis à mal parce que eux-mêmes sont embêtés par certains aléas climatiques ou parce que les flux logistiques sont perturbés ? Bref, plein d'impacts très concrets qu'il va falloir évaluer, hiérarchiser. Et ça, c'est vraiment des conditions climatiques dégradées. Donc en fait, ça fait penser à la continuité d'activité. Moi, je fais un parallèle très fort entre les analyses, enfin les méthodes dont je pourrais parler, les méthodes d'analyse de risque et les méthodes d'évaluation des plans de continuité d'activité. Donc, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est quels sont les éléments essentiels dans l'entreprise à maintenir et comment ils peuvent être impactés par le climat. Et ensuite, évidemment, quelles sont les actions à mettre en place. Et les actions, elles sont très concrètes. Hein. Si je reprends l'exemple du chaud, mes conditions de travail en intérieur peuvent être affectées. Effectivement, il va y avoir des solutions techniques, comme Coolroof, effectivement, des solutions très concrètes pour améliorer la performance thermique des bâtiments. Mais il peut y avoir aussi des solutions peut-être un peu moins onéreuses, encore que, je ne sais pas le prix, mais des petits équipements, des déstratificateurs d'air, des petits ventilateurs, il peut y avoir plein d'autres solutions, des solutions organisationnelles, revoir les plages de travail, il y a plein d'autres types de solutions et il faut, finalement c'est ça l'exercice à faire, c'est hiérarchiser les risques, hiérarchiser les actions, et puis les séquencier dans le temps, voir quelles sont les actions à mettre en place dès aujourd'hui, celles à mettre en place demain, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé d'entreprises peut-être un peu innovantes, assez petites, et vous travaillez justement avec ces grandes entreprises qui aujourd'hui ont des obligations réglementaires. On a parlé de la directive CSRD, là, qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Alors j'imagine que dans la salle, on sait à peu près de quoi il retourne. Moi, j'ai découvert ça tout à l'heure, mais bon, c'est pas mon domaine. Voilà, aujourd'hui, ces grandes entreprises, elles sont obligées de se poser ces questions-là, finalement. Oui, alors après, on est obligé de faire beaucoup de choses depuis longtemps et pourtant on ne le fait pas. Donc, mais la CSRD, c'est quand même un cadre réglementaire assez puissant qui va imposer à beaucoup d'entreprises. Donc, c'est toutes les entreprises cotées de plus de 10 employés, je crois. Donc, il y a des PME cotées qui vont être obligées de dire des choses. Il va y avoir des ETI aussi qui vont être obligés de dire des choses sur les risques climatiques. Donc, de transition physique, on va devoir dire quels sont les risques identifiés et quelles sont les solutions mises en place pour gérer ces risques. Donc la CSRD, ça va concerner beaucoup de monde, directement, et puis indirectement, parce que quand on parle de risques climatiques ou de bilan carbone, vous savez qu'il y a le fameux scope 3, c'est-à-dire les fournisseurs, la chaîne de valeur. Donc en fait, les grosses entreprises qui vont peut-être y aller en premier, elles vont questionner leurs fournisseurs. Et elles commencent déjà à le faire. Donc derrière effet ricochet, c'est toutes les entreprises qui vont être questionnées sur la CSRD. Et je rajoute un autre cadre réglementaire qui est normatif, c'est l'ISO. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, en février, il y a eu un amendement qui est passé qui concerne 31 normes ISO de management. Et donc on va devoir en fait parler du climat et expliquer si on a déjà réfléchi à ces sujets de risque climatique. Et ça fera partie des audits qui seront menés dans le cadre des normes ISO. Donc ça arrive là quand même. Vous parliez de choses très concrètes à mettre en place pour permettre de continuer une activité sur certains sites, aussi adapter, penser éco-conception, penser à tout un tas de choses. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez dans les entreprises que vous côtoyez, c'est votre quotidien,
qu'il y a une vraie quand même prise de conscience, une envie d'y aller avec peut-être une sorte de... on ne sait pas par quoi commencer. Alors oui, après, ça fait 9 ans qu'on travaille sur l'adaptation à carbone 4. Et c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps à essayer de convaincre et à faire preuve de pédagogie sur les intérêts de se poser des questions et de s'atteler à ce sujet-là. Alors on reçoit parfois des arguments tout à fait intelligibles, des espèces d'idées reçues sur le sujet, comme quoi le changement climatique c'est très loin, c'est 2050, ça m'intéresse pas. Oui, mais en fait les impacts on en voit déjà aujourd'hui, donc on peut attendre 2050, mais il y en a déjà. On peut nous dire aussi, oui, mais moi je suis assurée, donc en fait j'ai pas de problème. Alors non. Vous n'êtes pas assuré contre tous les risques. Et puis l'assurance, finalement, c'est une couverture financière et non pas une couverture de continuité d'activité. On peut nous dire aussi, oui, mais moi j'ai très peu de bâtiments, puis mes bâtiments, ils sont résistants. Oui, mais vos bâtiments, c'est pas toute votre activité. Si votre bâtiment est très résilient et qu'il n'y a personne qui peut venir sur le site, in fine, ça ne va pas fonctionner. Ou s'il n'y a plus d'eau, ou s'il n'y a plus de voies logistiques. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans la vision systémique qui est essentielle sur ces sujets. C'est que le site... Il y a des choses à l'intérieur, mais il a besoin aussi d'avoir des fournisseurs, il a besoin d'avoir des humains qui viennent sur le site, il a besoin d'interagir avec le territoire à travers les infrastructures, les réseaux télécoms, l'eau, l'évacuation des déchets, etc. Et donc raisonner système, c'est essentiel pour avoir une vraie connaissance de cette continuité d'activité physique. Sur ce que vient de dire peut-être Violaine, et puis sur vos activités, comment vous l'entendez, ce qui vient d'être dit, Émilie Duthon, je vous voyais reparler de cette... opiner au fait que l'écosystème doit être absolument au cœur du questionnement de n'importe quelle entreprise finalement. Oui, là c'est pareil, je faisais ping-pong par rapport à ce que vous disiez, c'est comment, par exemple, quand on a pensé notre bâtiment de la coopérative il y a 2-3 ans, parce qu'on a eu cette possibilité-là, on s'est dit comment on est à... pas dans l'anticipation, mais si quand même, et puis donner à comprendre, à agir de qu'est-ce que pourrait être un bâtiment à l'image de ce qu'on a fait dans la coopérative, c'est-à-dire sourcer à 30 km autour, quoi, et de l'auto-construire et d'en faire un bâtiment qui donne à voir. Parce que là aussi, ça faisait écho dans ce qu'on se disait ensemble, dans aussi ce que vous avez dit. Je pense beaucoup à la formation et aux écoles et la façon dont on a absolument je crois que c'est de notre responsabilité dans ce qu'on vit, dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on a créé, à être transmetteur de ces systèmes, de ces gouvernances économie sociale et solidaire comme on le fait à la coopérative, et pédagogiquement de donner à voir à toutes les échelles. Je trouve que intervenir en école, intervenir en lycée, alors j'entends après dans l'innovation, etc., mais dès le départ, pour que les enfants comprennent ce qui se passe chez eux, avec des entreprises, valoriser les métiers liés à toutes ces expertises et entreprises, me paraît aussi primordial. Je voulais rajouter ça aussi. Oui, mais c'est bien que vous le disiez, juste parce que c'est pareil, vous, ça fait partie de votre mission, Émilie, aujourd'hui aussi, d'aller, si ce n'est porter la bonne parole, mais expliquer comment fonctionne cette SIC et essayer d'essaimer aussi sur le territoire. Alors, c'est pas porter la bonne parole, je le vois pas comme ça. On a un modèle qui a 18 ans d'existence. L'arbre, voilà comment ça fonctionne, et c'est effectivement de donner à voir. Rien n'est plus pragmatique que d'aller dans un lycée agricole avec un agriculteur qui a planté des haies depuis 30 ans, et nous, SIC-ENR, qui a monté une filière économique du territoire pour bien dire à l'esprit des uns et des autres qui ont à reprendre les fermes de leurs parents, etc., l'arbre a une valeur, toute celle qu'on sait, mais aussi importante et économique sur le territoire. Donnons-lui sens. Et c'est vrai que c'est utiliser ce qu'on sait, même nos échecs. C'est vrai qu'on utilise beaucoup la SIC pour faire d'autres modèles en France et ailleurs, via aussi des projets européens. Ce n'est pas être que
que nombriliste de faire une coopérative de territoire, c'est aussi, je trouve, l'intérêt d'aller regarder ailleurs et de se nourrir, et qui nous permettent, nous, de développer, par exemple, de la chaleur clé en main, le label haie ou de l'animation. Ronan Karadec, sur le sujet, vous avez un pôle solidarité aussi chez Cool Roof. Il y a une grande attention qui est portée au sourcing, à la durabilité de vos produits. Et puis vous proposez même formule en open source. On a parlé d'open source tout à l'heure. Voilà, il y a cette mission quelque part de faire avancer pas que l'entreprise, aussi tout un environnement. Nous, on pense que l'entreprise, ce n'est pas un objet qui est déconnecté de la vie, en fait. Et que le problème du changement climatique, il est tellement massif, il est tellement complexe qu'on ne peut pas juste raisonner en termes de fournisseurs et de clients. Et donc nous, on pense qu'on va tous souffrir, en fait, et nos enfants, de cette question-là. Et donc, dans le tous, il y a des gens qui sont des clients, qui ont les moyens financiers, qui ont la connaissance, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas cette connaissance et ces moyens financiers. Donc nous, on veut parler à ces gens-là. Et donc, c'est en cela, par exemple, qu'on a développé une formule do-it-yourself qui permet à tout un chacun de fabriquer sa peinture dans sa cuisine. Nous, on ne la vend pas, cette formule, on la donne, on essaie de la diffuser le plus possible. Donc ça ne nous rapporte pas un sou. Alors après, ça ne nous rapporte pas un sou à court terme. En fait, à long terme, c'est très utile pour nous parce qu'en fait, ça crée des conditions de diffusion de la connaissance dans les territoires et dans la population. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'éviter que cette personne, qui ne peut pas être par construction notre cliente parce qu'elle n'a pas la connaissance ou elle n'a pas l'argent pour se payer notre solution, eh bien, surtout, elle évite d'aller acheter un climatiseur qui vient d'Extrême-Orient parce qu'elle a chaud. Et qu'elle se dise, mais finalement, je peux m'approprier une solution simple qui ne va pas me coûter très cher, et puis pour faire le joint, en fait. Et donc moi, j'étais très content d'entendre Laurence Fortin tout à l'heure, qui parlait de transition inclusive. Ouais, elle doit être nécessairement inclusive. Merci Ronan Karadec. Violaine Lepouzet, avant d'entendre Yannick Roudot, peut-être pour aussi avoir votre sentiment sur ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, des entreprises qui se questionnent sur comment envisager l'avenir, par quoi elles peuvent commencer, même si j'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle, que tout dépend de l'entreprise, de son secteur d'activité, mais est-ce qu'il y a peut-être des conseils à donner ? Il y a quand même des petites étapes par lesquelles toute entreprise va devoir passer. C'est déjà identifier en interne une ou des personnes qui sont intéressées par le sujet et leur sanctuariser un peu de temps. Donc c'est peut-être 2 jours par mois pendant 2-3 mois pour commencer à instruire le sujet, pour se former. Peut-être on va lui payer une formation sur le sujet. Il y a des méthodes qui existent pour analyser les risques. On en a développé une à Carbone 4 qui est publique. Nous aussi, on aime bien mettre des choses dans le domaine public, la méthode Okara, si ça vous intéresse. Donc elle peut se former à une méthode et puis elle peut commencer à utiliser les outils publics qui existent, Climadiag, il y a des portails de données climatiques qui sont accessibles, plus ou moins digestes, mais il y a quand même des portails pour des non-experts qui ont été créés. Et puis elle va commencer à construire justement son diagnostic, commencer à discuter peut-être avec ses voisins justement, ses voisins géographiques, pour voir si eux aussi, ils n'ont pas constaté des impacts, si eux aussi, ils n'ont pas des sujets sur l'eau, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des actions communes à mener ? Discuter aussi avec les pairs sectoriels au niveau de la filière, parce qu'il y a des sujets communs, évidemment, aux filières par secteur. Et puis ensuite, il va falloir identifier des actions. Et ça, c'est un travail qui peut être fait en interne, qui doit être animé. Ça peut être un atelier 2-3 heures dans l'entreprise où on va réunir les différents métiers qui peuvent être affectés ou impactés par ce sujet. Donc ça va être QHSE, achat, direction industrielle, maintenance. Voilà, on va réunir les différents métiers et puis on va les faire un peu phosphorer sur les actions qui pourraient être imaginables. Alors là, pas de limite, on y va, on brainstorm sans limite, et puis après on fera du tri. Mais il ne faut pas se mettre de frontières au début sur « Ah mais ça, je ne sais pas si c'est faisable, je ne sais pas combien ça coûte ». C'est pas grave, au début on y va, on cherche plein d'actions, que ce soit nous tout seuls ou avec d'autres, et puis après on fera du tri et on séquencera les actions. Et en fait, en faisant ça, nous on s'aperçoit que ça marche très bien quand on commence par le diagnostic, en raisonnant donc un peu PCA, un plan de continuité d'activité. Qu'est-ce qui est essentiel à maintenir sur mon site ? De quoi j'ai besoin vraiment pour fonctionner ? Qu'est-ce qui est un enjeu fort de sécurité opérationnelle ? Tout de suite, on va embarquer les métiers. Donc on commence par parler concret,
vraiment pour l'entreprise, quels sont les risques concrets. On regarde ensuite comment le climat va se déformer, parce qu'il faut quand même regarder comment ça se déforme. Et puis on va voir les risques qui vont évoluer de manière défavorable. Et puis ensuite, on parle action très concrète. Et en faisant ça, on s'embarque dans une dynamique qui est très positive et qui est utile en fait pour l'entreprise dès à présent. Pas besoin d'attendre 2050. En fait, dès maintenant, il y a des problèmes de chaleur qui sont peut-être un peu pas tellement dans les radars des entreprises et qui sont clairement pas dans les contrats d'assurance classiques typiquement. Donc il y a déjà des choses à faire aujourd'hui et c'est intéressant de se lancer dans cette dynamique qui sera utile dans tous les cas. On est conscient que le temps est beaucoup trop court pour évoquer cette question, mais ce qu'on va faire, c'est que je sais que vous allez rester une partie de la journée avec nous, donc s'il y a des gens qui ont envie de venir vous voir, poser des questions, on le fera sous cette forme-là. Yannick Roudot, peut-être un mot pour conclure tout ça, tout ce que vous avez développé, ils sont allumés, je pense, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre conférence, on le retrouve quand même ici avec des briques qui sont posées. Oui, totalement. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je suis entièrement d'accord. Il faut viser un objectif très long terme pour revenir à du pragmatique court terme. Il faut avoir une vision déjà, donc il faut se questionner et la définir. Et il y a un point que j'aimerais aborder, qui a été abordé rapidement, c'est la question de l'équité sociale. Parce qu'effectivement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui vont prendre en première ligne les effets du dérèglement climatique, c'est les plus démunis. Et c'est là où toutes ces innovations, il faut qu'on les mette au service des plus démunis. Parce que ce soit au niveau mondial ou au niveau local, ceux qui n'ont pas de clim, alors je dis pas que la clim, il faut en avoir une, moi j'en ai pas, mais... Ceux qui ne pourront pas rafraîchir leur appartement, qui n'auront pas de grands arbres pour se mettre à l'ombre devant chez eux, qui n'auront pas les moyens d'aller se mettre au frais l'été, qui n'auront pas de piscine, et qui ne pourront pas payer le kilowattheure plus cher, qui ne pourront pas payer les fruits et légumes plus chers s'il y a pénurie, parce qu'il y aura des pénuries, c'est toujours les mêmes. Et c'est là où je salue le travail de Ferris Barka, que vous connaissez peut-être, Banlieue Climat. Ferris, c'est un jeune garçon qui, avec toute une équipe, va dans les quartiers, parce qu'il est issu des quartiers, et il parle du climat, du dérèglement climatique, parce que ce qui l'a choqué quand il était étudiant, c'est qu'on lui en avait jamais parlé. Donc il faut sortir ces questions-là des milieux aisés, bobos, gentrifiés, dont je fais partie totalement, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Il faut que ça devienne vraiment un sujet commun. Donc ça, c'est extrêmement important.